Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le moment pour nous d'aborder la loge postérieure de la cuisse. Donc la loge postérieure de la cuisse est composée d'un groupe musculaire très connu qui s'appelle les ischio-jambiers. Comme leur nom l'indique, ils partent de la tubérosité sciatique au niveau du bassin et finissent sur les os de la jambe. Tibia pour semi-tendineux, semi-membraneux et tête fibulaire pour le biceps fémoral. Nous allons détailler leur anatomie tout de suite. La première chose à aborder, c'est que la morphologie, leur volume musculaire a changé lors du passage à la bipédie. En effet, ici, si on schématise un membre inférieur de chien, donc ici ce sont les pattes, le genou et la cuisse, vous allez avoir le grand fessier qui est très minoritaire, et le biceps fémoral majoritaire. Donc chez le chien, le relief des membres inférieurs et de la région glutéale est formé par les ischio-jambiers. Contrairement au chien, chez l'homme, nous allons avoir la lordose lombaire ici, la région glutéale ici, la cuisse ici. Et ici l'abdomen. La gomme. Chez l'homme, le grand fessier est majoritaire au niveau du bassin. Et les ischio-jambiers qui formaient la région glutéale chez le chien sont quasi exclusivement dédiés aux membres inférieurs. Ici. On détaille leur anatomie tout de suite avec une vue postérieure. Donc ici on sera en supérieur, ici en latéral. Ici la racine du membre inférieur, avec la tubérosité ischiatique ici, l'épine sciatique, avec la tête fémorale ici, le grand trochanter et la fin de la diaphyse fémorale. Tubercule de l'adducteur, épicondyle médial. On va encore rapetisser le dessin. Et ici, on peut dessiner les épiphyses proximales avec la tête fibulaire en dehors et l'épiphyse proximale du tibia en dedans. Avec la crête oblique qui correspond à la crête du solaire. La première chose à aborder, ça va être la tubérosité ischiatique. Donc cette saille osseuse très volumineuse, très marquée, formée du coup par l'insertion des trois ischio-jambiers. L'insertion médiane, c'est celle du biceps fémoral. L'insertion la plus médiale, celle du muscle semi-tendineux. Et l'insertion la plus latérale, celle du muscle semi-membraneux. Moyen mnémotechnique, best friend, biceps fémoral au milieu. Au niveau de leur terminaison,
vous allez avoir le semi-membraneux qui va terminer par un tendon aplati au niveau de l'épiphyse proximale du tibia, partie médiale. Il peut parfois mêler ses fibres au muscle poplité, ici. Il va également donner un tendon réfléchi qui va aller jusqu'à la face médiale du tibia. Le but est d'améliorer sa composante rotatoire interne de fémoro-tibial. La terminaison du semi-tendineux sera située sur la face médiale du tibia au niveau de la patte doigt. Donc c'est bien sur la face postérieure qu'elle est située. Voilà, elle sera située ici. Quant au biceps fémoral, il sera situé, il va terminer sur la tête fibulaire avec une insertion un peu en croissant, comme ceci. Et dans la concavité de cette insertion s'insérera le ligament collatéral fibulaire. Vous avez également des reliefs osseux situés sur la diaphyse. Ici la ligne âpre avec la lèvre latérale. Et la lèvre médiale. Et vous avez notamment le court biceps fémoral qui va s'attacher sur la moitié inférieure de la lèvre latérale. Si maintenant on fait apparaître leur trajet, donc le biceps fémoral va se diriger très largement vers le bas et le dehors. Il va former la limite supérolatérale de la fosse poplitée. Voilà pour le biceps fémoral. Ensuite, on va pouvoir mettre en évidence le muscle semi-membraneux qui sera situé le plus en profondeur. En arrière, il va passer en arrière du biceps fémoral en profondeur et formera avec le muscle semi-tendineux la limite supéromédiale de la fosse poplitée. Et enfin, le muscle semi-tendineux qui va passer par-dessus le muscle semi-membraneux. Et qui va terminer face médiale du tibia. On va maintenant détailler un petit peu leur terminaison. On reviendra sur ce schéma-là plus tard. Et on va d'abord détailler leur terminaison muscle par muscle. Pour le biceps fémoral, donc on peut faire une vue latérale. Avec le plateau tibial qui plane sur sa face latérale. Avec ici la fin de la tubérosité tibiale antérieure, le tubercule infracondylaire. Donc vous allez avoir l'insertion terminale du biceps fémoral qui sera en forme de croissant à concavité médiale, latérale, non médiale, pardon. Vous allez avoir le ligament collatéral fibulaire du genou qui va partir de l'épicondyle latéral
et qui va terminer comme ceci. Donc dans la concavité formée par l'insertion terminale du biceps fémoral, vous aurez le ligament collatéral fibulaire du genou. C'est lui qui est lésé notamment dans les cas d'entorse externe du genou. Donc le tendon provient de l'arrière, il est comme ceci. Il va recouvrir le ligament en extension. C'est la raison pour laquelle, pour palper le ligament collatéral fibulaire, il faut d'abord mettre le genou en flexion afin de dégager l'insertion du biceps fémoral. Parfois, il peut donner une petite insertion relais comme ça sur le tibia. Le but étant d'avoir un maximum d'action sur celui-ci. Bien que sa contraction provoque un recul de la tête fibulaire qui va buter contre le tibia et donc une action également sur la fémorotibiale. Bien que l'articulation tibio-fibulaire proximale ne fonctionne uniquement avec la cheville. Ça, c'était pour le biceps fémoral. La terminaison du semi-tendineux se fait au niveau de la patte doigt. Donc vue médiale du tibia avec le condyle médial très concave. Avec le bord médial qui va donner insertion à la membrane interosseuse. Ensuite, vous allez avoir le ligament collatéral tibial. Et la patte doigt. Ici, sartorius, gracile, et le semi-tendineux. Il nous reste à voir le semi-membraneux. On va faire une vue en 3 dimensions pour bien détailler l'anatomie du muscle semi-membraneux au niveau de son tendon terminal, son tendon distal. Donc le fémur va être légèrement tourné pour pouvoir faire saillir la partie postérieure avec le condyle médial et le condyle latéral. Épicondyle médial ici. Et la tête fibulaire ici. Donc on va pouvoir mettre en évidence les coques condyliennes. Avec le muscle poplité. Qui va passer dans la coque condylienne latérale. Et bien le semi-membraneux, donc qui part d'ici, va terminer juste au-dessus du poplité, et dans même certains cas va mêler ses fibres à ce dernier. Donc il va avoir une petite accroche sur la coque condylienne latérale, pas la médiale. Voilà, comme ceci. Via le ligament poplité oblique, qui va terminer sur la fabella, qui est un os qui saille de la coque condylienne latérale. Il va également donner un tendon réfléchi. Pour majorer sa composante rotatoire interne. Le semi-tendineux terminant sur la patte doigt va également avoir une composante rotatoire interne. Le biceps fémoral, lui, va faire le mouvement inverse. Il aura une composante rotatoire externe. Autrement, tous ces muscles sont situés sur la partie postérieure du genou. Ils vont donc être fléchisseurs de genou et extenseurs de hanche.
et ils vont verrouiller la hanche en extension. Ils vont donc travailler en étroite collaboration avec le quadriceps, qui est l'antagoniste des ischio-jambiers. Au niveau de l'innervation, c'est assez simple. Vous allez avoir le nerf sciatique qui passe au-dessus du ligament sacro-épineux à travers le piriforme et qui va cheminer face postérieure de la cuisse. Il va donner des rameaux pour les muscles qu'il croise, donc les ischio-jambiers. Sur la fosse poplitée, il va se diviser assez vite en nerf tibial et nerf fibulaire commun. La vascularisation est un peu plus complexe. Vous allez avoir d'une part l'artère glutéale inférieure qui va suivre le nerf sciatique, qui va vasculariser la partie haute des ischio-jambiers, et l'artère poplitée qui est issue de la fémorale superficielle, qui va vasculariser la partie inférieure. Le réseau veineux, je rappelle, est satellite du réseau artériel. La pathologie principale des ischio-jambiers touchera notamment les footballeurs, les rugbyman, tous les sports avec des courses et avec des changements de direction assez brutaux. Vous pouvez avoir notamment des déchirures au niveau des ischio-jambiers. La plupart du temps sur la partie moyenne de la cuisse ici. Vous pouvez avoir également des désinsertions du biceps fémoral ou du semi-tendineux. Chez les footballeurs, c'est assez fréquent lors du passage à la frappe, notamment lors des changements d'appui assez brutaux. Vous pouvez avoir le corps musculaire des ischio-jambiers qui se déchire. Le footballeur, dans ce cas-là, se tient l'arrière de la cuisse immédiatement et boite. La prochaine fois que vous voyez ça dans un match de foot, vous savez que c'est terminé pour le joueur. Il nous reste à schématiser la coupe pour montrer les différents rapports des ischio-jambiers. Donc une coupe transversale, ici antérieure et ici latérale. Donc les ischio-jambiers vont être situés ici. Vous aurez court biceps fémoral là. En arrière, le long biceps qui vient tout droit de la tubérosité ischiatique. Le semi-tendineux qui sera plutôt situé médialement et en superficie par rapport au semi-membraneux. Semi-tendineux ici. Au niveau des muscles qui sont aux alentours, vous allez avoir grand adducteur ici, court adducteur ici, long adducteur ici, et vous allez avoir le gracile qui sera sur la partie médiale. Ici, ce sont notamment les adducteurs. En avant, vous aurez tout simplement les muscles de la loge antérieure qui se résument au quadriceps, au vaste médial, vaste latéral ici, et le droit fémoral qui sera devant. Il manque simplement le muscle sartorius qui sera entre le vaste médial et le long adducteur et qui va former le canal fémoral avec artère et veine superficielle fémorale et nerf saphène. Le nerf sciatique, lui, sera logé entre les ischio-jambiers. Si on peut rajouter quelque chose, on peut rajouter également éventuellement ici le tractus iliotibial qui chemine face latérale du vaste latéral. Et nous avons notre coupe qui est faite entièrement. Il ne reste plus qu'à la fermer.
et je vous remercie pour votre attention. À la prochaine fois.